Bien. Bonjour à tous. Je suis Pierre-François, je suis le doyen de l'école doctorale. Et bon, c'est pas mon premier boot me, mais c'est quand même bien chelou là. Alors, je vais peut-être mourir pendant cette présentation en m'étouffant à l'intérieur de moi-même. C'est possible. Mais enfin, on va quand même essayer d'avancer. Bon, bienvenue à tous. Bienvenue et bravo, puisque vous êtes rentrés ici après, comme l'a rappelé Frédéric tout à l'heure, pour certains d'entre vous, ceux qui sont rentrés directement en master après un processus de sélection à la fois difficile et, je pense, un peu inattendu. Et je crois que la première chose qu'il faut vous dire, avant tout, c'est bravo. Je sais très bien que dans ce type d'école, on a toujours tendance à considérer que l'entrée, l'examen, c'est un examen ? C'est pas un concours. L'examen, ça permet c'est toujours quelque chose qui est finalement assez secondaire, on n'en parle plus. Je pense que c'est bien au moment où on rentre, voilà, de dire que quand même c'était pas facile. La plupart d'entre vous, vous avez dû travailler pour rentrer, donc vraiment bravo de rentrer ici. Alors, je vais vous faire une confidence, vu que maintenant on se connaît quand même plutôt bien. Je suis un garçon fainéant. Voilà, je trouve que c'est assez intelligent de dire ça maintenant que le directeur est parti. Je suis un garçon fainéant et donc, en général, quand je dois préparer un speech de rentrée solennelle, ce que je fais, c'est que je reprends exactement le speech que j'ai fait l'année précédente, quoi. C'est pas très facile à faire et tout, quoi. Et donc, je suis allé regarder le speech que j'avais fait l'année précédente. Et alors, j'avais commencé en disant que c'était horrible la rentrée, parce que moi j'aimais bien les vacances. J'avais mis des captures comme ça des vacances de Monsieur Hulot. C'était avant tout destiné aux étudiants internationaux pour leur faire comprendre qu'on était en France. Et que l'école doctorale était solidement implantée dans les années 50. Voilà. Donc moi, j'avais construit un speech comme ça, et j'avais dit à quel point je détestais la rentrée des classes depuis que j'étais tout petit, et je pense jusqu'à la fin, je pense que je détesterais la rentrée des classes. Et que malgré tout, j'étais quand même super content de vous voir, parce que quitte à avoir une rentrée des classes, et on ne peut pas y échapper, parce qu'il faut bien gagner sa vie, eh bien, j'étais quand même très très content d'être là avec vous. Et en fait, je me dis que je peux toujours vous dire ça. Et puis je vais continuer à vous faire passer un certain nombre de messages que j'ai fait passer l'année dernière, mais que malgré tout, c'est quand même pas une rentrée comme les autres. Il n'y a qu'à vous voir, sans blague. Ce que je vais essayer de vous dire aujourd'hui, c'est au fond deux choses. La première chose, c'est que je voudrais vous dire que vous avez fait le bon choix en venant à l'école doctorale. Vous avez fait le bon choix, et pour ça, je vais avoir une approche peut-être un petit peu agressive, ce qui ne me ressemble pas, un petit peu défensive, qui consiste à essayer d'évoquer très rapidement quelques idées reçues à propos de la recherche et vous dire que ce sont des idées fausses. Et que par conséquent, vous avez vraiment très bien fait de faire ce choix-là. Et puis la deuxième chose, évidemment, c'est que je vais essayer de prendre au sérieux la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on n'est pas effectivement dans n'importe quelle situation. Et que se former à la recherche, faire de la recherche en temps de pandémie, c'est pas complètement neutre, je crois. Et je vais développer quelques idées à la mesure de mes moyens qui reprennent exactement ce que Guillaume vient de vous dire, savoir qu'à certains égards, c'est le moment. C'est vraiment le moment de faire de la recherche en sciences sociales. Donc tout d'abord, quelques idées reçues et comment s'en débarrasser. La première idée reçue, c'est l'idée que vous ne servez à rien. Alors on va y revenir. On va y revenir longuement quand on va parler justement de ce que c'est que de faire de la recherche par temps de crise, mais quand même, je me souviens quand, il y a quelques années, j'enseignais dans une école d'ingénieurs et j'enseignais la socio dans une école d'ingénieurs. Donc vous imaginez, je n'étais pas complètement dans le cœur de la formation, quoi. Et donc j'avais toujours des étudiants qui étaient là, qui se prenaient pour des scientifiques, puisqu'ils sortaient de maths P, donc évidemment, ils avaient le melon, quoi. Et donc ils arrivaient et puis ils me disaient toujours mais monsieur, à quoi ça sert la recherche? À quoi ça sert la recherche en sciences sociales? Alors j'avais cette réponse extrêmement fine, c'est-à-dire que je regardais droit dans les yeux et j'essayais de prendre un air méchant, c'était plus facile sans le masque, et je lui disais, ça sert à vous distinguer du singe. Alors, c'était un peu agressif, mais j'y crois.
Je crois que fondamentalement, la production de savoir, c'est l'un des trucs qui nous constitue dans notre humanité. Et je pense qu'en fait, faire ce choix-là, ce n'est pas faire le choix de l'inutilité ou d'une activité latérale ou d'une activité seconde ou de quelque chose qui ne compte pas, ou etc., etc. Je n'y crois pas. Moi, je crois que faire de la recherche, c'est véritablement se mettre dans une démarche qui vous engage tout entier, qui vous engage pendant de longues années, qui produit toute une série de transformations, de souffrances, d'euphorie, etc. C'est une activité professionnelle, bien sûr, mais c'est aussi une activité professionnelle qui relève d'un métier de vocation. Et faire ce choix-là, je pense que c'est un choix extraordinaire et que vous avez eu raison de le faire. Deuxième question qu'on va très vraisemblablement vous poser aussi souvent, donc là, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile, tu ne sers à rien, etc. La deuxième question, c'est mais est-ce que tu seras vraiment obligé de faire de la recherche? Je suis sûr qu'on vous l'a posé cet été. Je suis sûr que cet été, vous êtes tombé sur un oncle un peu lourd ou une tante, peut-être un petit peu avinée, qui vous a dit « Ah, mais tu rentres à Sciences Po, c'est super, à l'école doctorale ». Mais pourquoi? Mais purée, dis donc, en plus tes parents, ils vont payer vachement cher. Tout ça pour faire de la recherche, mais tu pourras faire autre chose au moins. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la réponse c'est oui, vous pourrez faire autre chose. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez aussi faire de la recherche. Et que faire de la recherche, ce n'est pas nécessairement un pis-aller. Je veux dire, on vous attend, comme l'a dit Bénédicte, on vous attend et on vous attend ailleurs. On vous attend ailleurs, c'est-à-dire qu'on a besoin de chercheurs et on en a besoin partout. Et je pense en particulier à ceux d'entre vous qui ont envie, à un moment, de passer les frontières hexagonales. La production des élites, dans la plupart des pays du monde, elle passe par le doctorat. En France, on a un dispositif qui a sa logique, qui a toute son économie interne et qui n'est pas forcément un dispositif inepte, par ailleurs, mais qui ne passe pas par le doctorat. Mais il faut bien que vous ayez conscience du fait que dans beaucoup de pays, en fait, on attend des docteurs. Et même en France, puisque la France ouvre un peu ses portes, eh bien, on a de plus en plus besoin de docteurs dans de plus en plus d'endroits. Donc oui, bien sûr, vous pourrez aller ailleurs, mais vous pourrez aussi aller faire de la recherche. Et là encore, le choix de faire de la recherche, ça n'est pas un pis-aller. Troisième idée reçue, c'est super dur. Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, vous allez souffrir. La formation à la recherche, c'est une formation super exigeante. On va rentrer dans le détail un petit peu tout à l'heure. Ça va être, je crois qu'on peut le dire, particulièrement exigeant cette année. J'espère ce semestre, mais bon, vous êtes tous comme moi, on n'en sait rien, on ne sait rien à rien. Donc, je confirme effectivement que se former à la recherche, c'est acquérir des techniques de méthode, c'est se frotter à des textes qui sont des textes très exigeants, c'est produire des textes qui, eux aussi, doivent être très exigeants. Et donc, oui, moi, je n'ai pas peur de le dire, je pense que la formation que vous avez choisie est une formation qui est particulièrement ardue, et vous avez, si vous n'en avez pas conscience, eh bien, prenez-en conscience parce que effectivement, vous allez avoir mal aux jambes. Dernière idée. Alors, ça, c'est l'idée de tu vas jamais gagner ta vie, d'accord? Alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on vous a sans doute dit. Ah oui, tu veux faire de la recherche, très bien, tu vas jamais gagner ta vie. Alors, ça dessine deux horizons finalement. Il y a un premier horizon qui est l'idée que la figure du chercheur, au fond, ça serait la figure un peu romantique du poète appauvri, miséreux. Vous voyez cette peinture allemande célèbre là, Der arme Dichter, qui représente la bohème, quoi. Voilà. Donc vous auriez fait le choix de la bohème, ou alors variante. En fait, vous êtes rentier. Et dans tous les cas de figure, vous n'avez pas besoin d'argent. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, vous pouvez vous passer d'une rémunération. Là encore, c'est faux. Nous avons des données sur le devenir de nos docteurs, sur le devenir de nos masterants, et qui montrent que non, pas du tout. Vous n'avez pas fait le choix de la misère. Vous pourrez tout à fait avoir une vie décente en travaillant comme chercheur
ou en sortant de l'école doctorale. Les performances d'insertion professionnelle à la sortie des masters sont excellentes. Et le placement de nos doctorants sur le marché académique ou hors du marché académique est lui aussi tout à fait excellent. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, et je pense que même en ces temps de pandémie, peut-être surtout en ces temps de pandémie, il est important de rappeler ces éléments et de préciser effectivement que le choix que vous avez fait est, à mon sens, un choix judicieux, s'il vous anime, s'il vient de vous, et en général, la chance qu'on a à l'école doctorale, c'est que les doctorants les masterants et les doctorants que l'on accueille sont des gens qui ont véritablement fait ce choix. Si c'est ce choix qui vous anime, alors ce choix est le bon. Alors évidemment, ayant dit cela, je voudrais insister sur le fait que faire de la recherche par temps de crise, c'est pas du tout neutre. C'est absolument pas neutre, et se former à la recherche par temps de crise, ça n'est absolument pas neutre. Alors, cette question-là, notamment la question de la formation, elle a des dimensions opérationnelles que je vais décrire tout à l'heure. Bénédicte en a déjà dit un mot. On ne va pas se leurrer, ce n'est pas du tout le semestre et l'organisation du semestre rêvé que nous allons avoir, et nous regrettons tous les conditions dans lesquelles nous sommes obligés de vous accueillir. Nous sommes contraints de le faire sous cette forme. J'y reviendrai. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est essayer de souligner quelques dimensions peut-être plus fondamentales qui contribuent à rendre la recherche en sciences sociales, dans une période comme la nôtre, particulièrement urgente. It is quite clear that we are experiencing a society and a situation of a society which is now completely under stress. And if it is the case, it is because the disease, when it strikes on this scale and with this kind of consequences, is what Marcel Mauss used to call a total social fact, which is a notion which is rather complicated to handle, but the intuition that it covers makes really sense here. Marcel Mauss writes in L'Essai sur le don a total social fact sets in motion the whole society and its institutions. Elle met en branle, un fait social total met en branle la société dans son ensemble ainsi que ses institutions. What we saw during the COVID crisis since March, we witnessed an abundance of proposals and initiatives to try to analyze in real time the crisis that we were experiencing. And this is especially the case here in Sciences Po, where no less than 2 books will be released this fall to analyze the COVID crisis. La gestion du Covid-19 en France, une crise organisationnelle, which is written by a set of researchers of my own lab, the Centre de sociologie des organisations, in particular Olivier Boraz, Henri Bergeron, and Patrick Castel. And there is also another book, Le Monde d'aujourd'hui, directed by Guillaume, by Marc Lazare, and by Xavier Rago. And of course, it's very easy when you have this kind of publications and this kind of analysis to say, well, okay, this is pure opportunism. Okay, I want to be the first to shoot. And I want to be the first one to write something, how clever it is about this situation. I think that it is not because you are cynical that it's not because you are cynical that you are relevant or clever or smart. And I think this is a complete mistake to see this as an opportunism. I think that during this kind of period, the research in social sciences is definitely more important than ever. It is more important than ever, but it is also more difficult than ever. And this is the 2 points that I would like to stress now. It is more important than ever because, and here I will just try to stress a series of very, very trivial points, but I really want to stress them. The first one is we need to understand how did we get there? How did we get there? And the idea, of course, is to say, to rely on one of the things that is one of the key gestures of social sciences, that is to say, well, it's not because of nature, it's because of society.
This is something that we do very, very, very often, okay? When we try to understand why did you succeed very well at school, some people, including in the engineering school where I was teaching, that they were there because they were, genetically superior and that they are specially gifted to get this kind of success. And we know, as social scientists, that it is, of course, not the case, that there are a bunch of social mechanisms that put you on a trail that finally give you the opportunity to get into this or that position. And of course, you are gifted, and of course you are talented, and of course you work a lot to get into this kind of positions. But there are lots of social mechanisms that drive you there. So it's not nature, it's society. And here again, this is very much what we are living. And this is completely obvious for the time being, because since we did not know anything about the virus, on which kind of point did we decide to act? Not on the virus. We acted on society. And the government decided the lockdown. And so it really stressed the fact that, it's not about, if we want to understand how did we get there, of course we need to understand how the virus goes, etc., etc., etc. But we need to focus on the social mechanisms that produce this kind of situation. Second, and here I will draw on some of Benedict's remarks to say, well, we need to say something to understand how did we get there, but we need to say not just anything, not just bullshit. And the thing is that with what the social sciences try to do is to propose a controlled discourse, a discourse that makes explicit how did he reach its conclusions? How were the data gathered? How were they treated? What are the implicit of the kind of questions, theoretical, political questions that we raise? And if we make these kind of things explicit, then what we say become arguable. We can control it. And the people who hear it can control it. And of course, in a way, this is completely trivial to say that. But think about it. It's become very rare to have this kind of discourse. To say that the core of the discourse that we pronounce is that it should be controllable. It's just mere assertion. And this very simple ability to be controllable is becoming exceptional. And this is because it is exceptional that this is very much needed. And yet at the same time, producing this kind of discourse is extremely difficult. First, and again, this is obvious because of the emergency. And here there is some sort of a paradox, but very, very easy, I think, to grasp. This is the idea that if we are to understand a crisis, if we try to understand a crisis when it occurs, in order to understand a crisis in real time, we must work in depth, long before the crisis. We must work a lot before the crisis, first to understand, again, where this crisis comes from. As you know, social sciences have a complicated relationship with an event, a spectacular event, in its uniqueness. For social sciences, it's rather difficult to deal with. And so some of the social scientists, here I think of the Durkheimien or l'École des Annales, they decided to skip the event and to say, well, anyway, the event is not relevant. It's not about what we have to understand. This is not the election. This is not the battle. This is not the big shock. What we need to understand is the general trend throughout centuries. Another way to try to incorporate the event within the framing of social sciences is to understand how the event emerges from a social space that contribute to engender it. And I think this is, if I read the introduction correctly, I didn't get a chance to read the whole book, but if I read the introduction correctly, I think this is one of the key questions raised by the book of the CSO researchers. The book defended the idea that the crisis took its path
because, especially in France, the state was unprepared to face the crisis. And that we should understand the crisis relying on the kind of organizational set that was put at the very beginning, long before the crisis. And if we are to understand how the state decided to react, then again, we need to focus on what was there before. But if we are to understand what's going on during the crisis, we also need to work long before the crisis. As many people have noticed, and the tensions that are imposed on the social world strike the world in very specific places. And these are the places that are the most fragile. And so we need to understand, how did this place become so fragile? And here, this is one of the contributions, some of the contributions that appear in the book Le Monde d'Aujourd'hui, where they try to measure precisely the relationship between the crisis and gender inequalities, or the crisis and social inequalities. And of course, and I will end up here, producing social discourses in a period of a crisis is extremely difficult because of access to data. What we do here, we do research based on fact. And so if we are to say something about the social world, I mean, we need to gather data. And so how can we do in this kind of situation where it is extremely difficult to gather data because basically you're locked at home? So here I would like to stress just two or three solutions. The first one is, well, to say, okay, forget the data. We will just try to make hypotheses clear, okay? We will just try to, again, to make our basic hypothesis of explanation clear, and then when we get a chance to gather the data, then we will try to test them. The second option is to build on a testimony. And here, of course, we are on a slippery slope because relying only on its own testimony, on its own feeling, I mean, if you do it, then you will end up like Alain Finkielkraut, and this will be completely depressing, I think. And but in certain cases, and we have this kind of cases here, actually, you cannot escape this kind of situation when you have to draw on your testimony. And for example, I mean, I've got another colleague who is also a friend of mine, Daniel Benamouzik, who was appointed as a member of the Comité Scientifique, and he writes a chapter in the book. And here there is, for him, this is a very, very big challenge, I think, because he needs to draw on its own, first on a single case, it's his own experience, and also he needs to draw on his own experience to make social sciences. And of course, this is difficult. But what struck me the most during this crisis is the fact that during the 2 or 3 months of the lockdown, I mean, there have been a tremendous number of situations where people succeed in gathering data. They made interviews, they made surveys, they collect data on the internet, etc., etc. And it is surprising to say to what extent it was the case. And in a way, you can say that this kind of methodological imagination and methodological invention is in some way the result of the constraint. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire sur la nécessité absolue qu'il y avait à faire de la recherche en temps de crise. Mais pour pouvoir faire de la recherche en temps de crise, et j'y insiste, il faut en fait en faire tout le temps. Alors vous me direz, c'est bien pratique, quand on est chercheur, comme ça, on a justifié son existence pour toute la vie. Ouais, absolument. Et j'assume complètement ça. Je voudrais maintenant en venir à des questions qui sont des questions peut-être plus concrètes et qui renvoient à la manière dont vous allez être formé et où vous allez être formé dans les mois qui viennent. Alors,
tout d'abord, quand on parle de l'école doctorale, on parle de quoi? Eh bien, on parle de l'une des 7 écoles, je ne sais jamais s'il y en a 7 ou 8, 7 écoles de Sciences Po. Et l'école doctorale, c'est une école qui a la particularité, parmi les 7 écoles de Sciences Po, de délivrer des diplômes de master et de délivrer des diplômes de doctorat. Et donc, vous voyez comment nous nous insérons ici dans l'architecture générale de l'offre de formation de Sciences Po. Et comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, vous êtes des étudiants de plein droit, de plein exercice de cette institution, et vous êtes membre simplement de l'une de ces écoles, avec la possibilité privilégiée de pouvoir, si vous le souhaitez, et si nous estimons que c'est une bonne idée pour vous, de pouvoir continuer en doctorat. Les masters à l'intérieur de l'école doctorale sont organisés sur une base qui est une base disciplinaire. Vous avez un master en économie, un master en histoire, un master en sociologie. Il y a à l'intérieur de l'école de droit un parcours d'initiation ou d'introduction à la recherche que les juristes ont appelé, avec un sens de l'ironie qui les honore, le pire. Et il y a évidemment un master de sciences politiques qui est distribué entre différentes majeures. L'organisation est une organisation disciplinaire parce que le monde de la recherche est un monde qui est organisé sur une base disciplinaire et que nous pensons que le master, ce sont 2 années qui doivent vous amener aux frontières de la production de la recherche. Et que le faire dans une organisation qui serait une organisation dès le départ pluridisciplinaire nous rendrait moins efficaces. Et donc on commence par vous former disciplinairement. On vous donne beaucoup d'opportunités de pouvoir, dès le master, mais de manière un peu latérale, minoritaire, etc., aller travailler avec d'autres disciplines. Et ensuite, vous êtes armé, vous maîtrisez votre discipline, et vous avez la possibilité de rentrer dans un dialogue interdisciplinaire fécond et contrôlé. Ces masters sont des masters disciplinaires, ils sont dotés d'une grande autonomie, mais ils reposent malgré tout sur un certain nombre de principes qui sont des principes partagés. Premier principe, c'est le pluralisme. Les masters dans lesquels vous allez rentrer ne sont pas des masters dans lesquels on va vous enseigner une catéchèse théorique, une approche théorique particulière, une seule méthode, un seul type de littérature. Il y a un pluralisme qui est à la fois thématique, qui est théorique, qui est méthodologique et qui est linguistique. Vous allez travailler en permanence dans plusieurs langues, essentiellement en français et en anglais. Vous allez travailler en français parce qu'il y a une très riche tradition de sciences sociales en France. Et vous allez travailler en anglais parce qu'il y a aussi une tradition très riche, parfois assez différente, de sciences sociales en langue anglaise. Vous avez un autre trait partagé de ces masters, c'est qu'on y fait jouer un rôle absolument déterminant aux enseignements de méthode. Ces enseignements de méthode, c'est la base de votre pratique de chercheur. C'est la base de votre pratique de chercheur, mais ne vous y trompez pas, si vous, à la fin de vos 2 années de master, vous décidez de ne pas faire de thèse et de rentrer dans la vie active, d'aller travailler dans une entreprise, une administration, une organisation quelconque, vous serez recruté avant tout sur vos compétences méthodologiques. Vous serez recruté avant tout parce que vous savez faire 3 choses. Vous savez parler, vous savez écrire et vous savez compter. Et cette combinaison-là, elle est très rare. On a beaucoup de gens qui savent faire l'un des deux. On a pas mal de gens qui savent compter, mais en général, ils ne savent absolument pas écrire et ils ne savent pas très bien parler. En l'occurrence, à la sortie de l'école doctorale, vous saurez faire ces 3 choses-là. Donc, moi, j'insiste sur le fait, et vous allez avoir énormément d'enseignements de méthodologie, qui sont des enseignements très appliqués. Donc, on va vous faire des travaux sur des bases de données, on va vous faire des travaux on va vous envoyer faire des entretiens, vous allez devoir constituer des échantillons, vous allez devoir retranscrire des entretiens, vous allez devoir les traiter, vous allez devoir aller faire des observations, etc., etc. C'est la base de votre apprentissage. Vous avez par ailleurs un 3e principe qui est très important dans tous ces masters, c'est que vous allez devoir produire des travaux de recherche.
L'essentiel de vos évaluations, qui varient très sensiblement d'un master à l'autre, d'un cours à l'autre, hein, mais la logique malgré tout derrière, c'est que on est là pour vous évaluer sur des travaux qui sont des travaux de chercheurs. Alors au début, ça sera des bouts de travaux de chercheurs. Donc on va vous demander des papers de 10, 15 pages qui permettent de faire un état de la littérature, qui permettent de construire une problématique. Puis la première fois, vous n'allez pas y arriver, la deuxième fois, vous n'allez pas y arriver, la troisième fois, vous allez y arriver, etc. etc. Bon. Et on vous évalue sur des exercices qui sont des exercices qui seront proches, qui sont proches de ce que seront plus tard vos activités de recherche. Enfin, dernier principe, dans votre évaluation sur les 2 ans, le mémoire joue un rôle absolument central. Là encore, vous êtes en train d'acquérir des compétences vous êtes en train d'apprendre un métier. Et pour savoir si vous maîtrisez le métier, c'est un peu comme dans les images d'Épinal, on va vous demander de faire un chef-d'œuvre. Il y a une logique de compagnonnage dans la formation à la recherche, une logique artisanale que j'assume totalement, que je revendique même, qui est qu'on va vous demander de faire quelque chose. Et il faut que ce que vous allez produire, il faut que ça soit pas trop bancal, un peu intelligent et le plus solide possible. Et c'est là-dessus, avant tout, que vous serez évalué. Voilà ce que sont les principes partagés. Il faut malheureusement cette année rajouter un dernier principe, qui est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, on est en situation de pandémie. Donc, il faut s'adapter à la situation sanitaire. Alors concrètement, Bénédicte l'a dit tout à l'heure, les enseignements seront des enseignements en ligne. Vous allez avoir une formation qui est une formation en ligne pour 2 raisons essentielles. 1, parce que, comme l'a dit Bénédicte, la priorité a été donnée pour la distribution des salles et l'allocation de la rareté. L'a dit, l'espace a été subitement divisé par 3. Et il fallait du coup allouer une ressource qui était devenue particulièrement rare. Et dans l'allocation de la rareté, le choix qui a été fait a été de donner la priorité aux plus jeunes. La deuxième raison, c'est que, d'après les informations dont nous disposons, on a fait des sondages aussi précis que possible, enfin des enquêtes aussi précises que possible auprès des étudiants, 50% des étudiants de l'école doctorale, à peu près, ne sont pas à Paris. Beaucoup sont à l'étranger, d'autres sont restés en région, mais on a la moitié de nos étudiants qui ne sont pas là. Donc la question, c'est comment peut-on leur dispenser des cours qui soient des cours de qualité, aussi bien qu'à vous, alors qu'ils ne sont pas là. Donc le choix qui a été fait a été de basculer les enseignements en ligne. C'est un choix, je crois pouvoir le dire, qui ne réjouit absolument personne. Moi, j'ai enseigné tout le dernier semestre sur Zoom et c'était pas rigolo, voilà. Mais nous n'avons malheureusement pas la possibilité de faire autrement pour les raisons que je viens de vous donner. Alors, cela dit, nous souhaitons malgré tout donner la possibilité, vous donner la possibilité, à vous en particulier qui êtes sur Paris, d'avoir des rencontres régulières avec vos enseignants. Alors, vous aurez des rencontres régulières en face à face, puisque le choix d'avoir des petits effectifs à l'école doctorale, c'est notamment motivé par le fait que nous souhaitons que vous puissiez avoir un encadrement extrêmement personnalisé. Donc vous aurez évidemment la possibilité de rencontrer des enseignants-chercheurs, autant que vous le souhaitez. Et nous sommes en train de travailler, on va finir par y arriver, à obtenir un certain nombre de créneaux horaires dans des salles qui permettront de vous réunir en petits groupes, plusieurs fois par semaine, et l'allocation de ces salles sera organisée par les masters eux-mêmes. Mais, là encore, ça ne change rien à ce que je disais tout à l'heure. Ces moments de rencontre qui sont des moments privilégiés ne viendront pas se substituer aux situations d'enseignement qui seront des situations d'enseignement en ligne. Je dis un mot du doctorat malgré tout, puisque un certain nombre d'entre vous vous posez la question de savoir vais-je poursuivre en doctorat, etc. Et je voudrais rappeler ici quelques règles élémentaires que nous sommes fixés à Sciences Po depuis maintenant une quinzaine d'années et qui permettent d'avoir une excellente formation au doctorat dans nos laboratoires.
La première idée, c'est que toutes les thèses qui se font à Sciences Po sont les thèses financées. Il n'y a pas d'inscription en thèse d'un doctorant non financé à Sciences Po. Alors, ces financements peuvent être distribués par Sciences Po. On dispose entre 27, 28, 29, 30 financements chaque année. Donc, ce n'est pas complètement rien. Et ça repose notamment sur un investissement très très important effectué chaque année par la Fondation nationale des sciences politiques. Et il y a par ailleurs, chaque année, là aussi, une trentaine de gens qui s'inscrivent en thèse et qui disposent d'un financement qui vient de l'extérieur, qui n'a pas été distribué par Sciences Po. Ce qui est important, c'est qu'on considère que la thèse, c'est une activité qui est une activité professionnelle, au sens où c'est une activité qui est une activité exclusive de toute autre activité, et c'est une activité qui est rémunérée. Donc on ne fait pas à Sciences Po, il y a d'autres endroits où on peut les faire, mais on ne fait pas à Sciences Po une thèse en ayant un job à côté. À Sciences Po, on ne vous prendra pas dans ces conditions-là, parce qu'on estime que pour vous permettre de réaliser vos thèses, une thèse c'est difficile, c'est long, et si vous devez faire une thèse dans de bonnes conditions, alors dans ces cas-là, il faut vous donner les moyens de travailler effectivement. Et vous donner les moyens de travailler, c'est avant tout vous donner du temps, donc vous permettre, vous obliger à avoir un financement qu'éventuellement on vous donne. Deuxième principe sur les thèses, l'encadrement des doctorants est un encadrement collectif. Alors évidemment, vous avez toujours un ou deux directeurs de thèse. Toujours, ça va de soi. Mais il existe dans les laboratoires toute une série de dispositifs qui permettent de vous suivre collectivement et qui permettent d'enrichir votre parcours de thèse, d'enrichir les compétences que vous allez acquérir, et vous êtes inséré, complètement intégré dans un collectif, puisque quand vous rentrez en thèse à Sciences Po, vous devenez partie intégrante des laboratoires et des équipes de recherche d'excellent niveau de Sciences Po, qui vous accueillent, qui vous prennent en charge, qui vous suivent, qui vous forment. Troisième principe, une thèse, ce n'est pas seulement la production d'un parallélépipède rectangle de 2,5 kg, écrit petit, avec plein de notes de bas de page. C'est ça une thèse, bien sûr, et c'est très important. Mais une thèse, c'est aussi toute une série d'expériences, de savoir-faire qu'il faut acquérir. Par conséquent, quand vous êtes en thèse, on vous incite et on vous aide, y compris évidemment académiquement et financièrement, à faire des colloques, à aller faire des workshops. Donc les colloques, les workshops, c'est les espèces de colloques qui servent à quelque chose, quoi. En gros, c'est les trucs dans lesquels on est réunis à 20, 25, et puis on discute les papiers que tout le monde a lus. Donc c'est moins rigolo que les colloques, mais c'est souvent plus utile. Et on vous donne la possibilité d'aller dans plein de workshops. On vous incite également et on vous aide à écrire des articles. Puisqu'à la fin d'une thèse, il faut, pour que la thèse soit compétitive sur le marché du travail, il faut que vous ayez, en plus de votre thèse, 1, 2, parfois 3 articles publiés dans d'excellentes revues. Et vos camarades y parviennent tous, ou quasiment tous. On a fait le bilan des publications des doctorants il y a à peu près 1 an, et c'est absolument stupéfiant de voir à la fois la quantité de la production et la qualité de la production des docteurs et des doctorants de Sciences Po. 4e point, dans cette expérience professionnelle, dans cette formation que vous allez acquérir, on va vous inciter très fortement à enseigner. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire, là encore, pour pouvoir vous placer sur le marché académique. Alors certains d'entre vous disent en général au départ non mais moi j'ai pas envie d'aller sur le marché académique, donc je veux pas enseigner. Ok, on est en République, tu fais ce que tu veux. Et puis parfois au bout de 2 ans, le type quand même il se prend au jeu, quand même, non en fait c'est bien et tout, et Coco, mais là t'as pas enseigné. C'est ennuyeux, donc maintenant il faut rattraper le temps perdu. Donc nous, personne n'oblige bien sûr, mais on vous conseille quand même pendant 1 an ou 2 au moins d'avoir une expérience d'enseignement qui vous permettent de toucher un petit peu du doigt ce que c'est que cette relation pédagogique très particulière. On vous donne des opportunités pour enseigner à Sciences Po, on a besoin de vous, les doctorants de Sciences Po sont très très appréciés. Et puis, souvent, en fin de thèse, on vous incite à aller enseigner un petit peu ailleurs pour que vous ne soyez pas trop exclusivement estampillé Sciences Po. Dernier principe, on va vous donner beaucoup
d'incitation pour partir à l'étranger. Où que vous trouviez un job, que ce soit en France ou à l'étranger, quand vous êtes universitaire, en général, vous avez des difficultés. C'est plus compliqué pour partir. Alors, les chercheurs de Sciences Po, pour eux, ils ont plein d'opportunités, c'est chouette. Mais quand vous êtes maître de conf dans une université en région, c'est souvent beaucoup plus compliqué de partir. Alors que quand vous êtes doctorant ici, vous avez des opportunités absolument extraordinaires pour pouvoir aller passer 6 mois, 1 an, 3 mois, comme vous voulez, dans d'excellentes universités en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine. Vous pouvez très facilement circuler. Là encore, on vous aide à choisir votre destination et on vous aide à financer votre déplacement. Voilà en gros la manière dont sont organisées les thèses. Évidemment, on va passer très bientôt aux questions-réponses, et donc n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires. Dans les principes organisationnels partagés, il y a, pour vous suivre, des équipes. Les équipes sont avant tout des équipes pédagogiques dont la pointe avancée, donc c'est tous les enseignants-chercheurs de la maison, qu'ils enseignent ou qu'ils n'enseignent pas d'ailleurs dans les masters recherche. Ils peuvent vous recevoir, vous accompagner, vous suivre. Et la pointe avancée de ces équipes dans chaque discipline, c'est ce qu'on appelle ici le DED, le directeur des études doctorales, que vous avez ici sur l'écran et que vous allez retrouver dans quelques minutes en ligne et que vous verrez régulièrement, évidemment en ligne, mais aussi en face à face pendant ce semestre. Donc en droit, Dina Waked, qui est professeure de droit dans cette maison, Mario Del Perro, historien, Sergueï Gouriev, économiste, Ettore Recchi, collègue sociologue, et Colin Hay, qui est professeur de sciences politiques ici. Les équipes ne sont pas seulement des équipes pédagogiques. Dans chaque master, vous avez une équipe administrative qui est là et qui vous aide et qui vous cocoon. Là encore, on a des tout petits effectifs, donc vous avez des interlocuteurs privilégiés. Il ne faut absolument pas hésiter à vous retourner vers les membres de notre équipe administrative, puisque nous sommes là pour vous aider. Alors, et là, il y a parmi de l'équipe administrative, il y a Malika qui s'occupe de la communication, qui est ici, et Clémentine qui s'occupe des historiens. Et puis nous avons Arnaud, évidemment, qui est là et qui... Pardon, elles sont toutes en ligne par ailleurs, voilà, mais vous ne les voyez pas. Et que moi je les vois, ça me fait bizarre, j'ai envie de jouer au morpion là. Nous avons également Arnaud qui est ici, Arnaud des régies, là, qui est toujours en cravate, je ne comprends toujours pas pourquoi, mais enfin bon, qui est un interlocuteur également privilégié pour toutes les difficultés que vous pourrez rencontrer. Et puis, il y a par ailleurs un certain nombre de gens dans l'équipe qui sont là encore pour vous recevoir. Moi, évidemment, Imola qui est ici, Arnaud dont je viens de parler, Florence qui est là, Florence Avis qui est ici et qui, si vous faites une thèse, sera là pour veiller au strict respect de la lettre de la loi, n'est-ce pas? Donc c'est Florence qui sécurise absolument tout notre processus de soutenance. Katia Dumoulin, Malika, j'en ai parlé, et Éléonore qui s'occupe d'une revue au sein de notre équipe. Voilà en gros l'équipe de l'école doctorale. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous accueillir, et ce que je vous propose là, c'est pendant quelques minutes, si vous avez des questions, j'y réponds. Et puis ensuite, il y a une association d'élèves qui viendra se présenter rapidement et qui vous accompagnera dans des salles qui ont été réservées, qui vous permettront de suivre la rentrée de vos différents masters en ligne avec les équipes pédagogiques et avec les directeurs des études doctorales qui eux-mêmes sont en ligne, pour les raisons que je disais tout à l'heure, puisque un certain nombre de vos camarades ne sont pas présents ici et qu'il nous a semblé plus sympathique de les accueillir à visage découvert dès lors qu'il s'agissait de rentrer dans le détail de vos formations. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire. Bienvenue à tous et n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.